Le journal tout de suite avec vous, Anne Verdaguet. Bonjour. Bonjour Caroline, bonjour à tous. À la une de l'actualité, un accord historique qui est un grand pas en avant. Réaction des États-Unis ce matin suite à la signature de la première phase d'un traité commercial avec la Chine. La Chine qui est un peu plus réservée. On entendra notre correspondant à Pékin, Stéphane Lagarde, dans un instant. En France, après 6 semaines de conflit, cette journée sera une sorte de test pour les syndicats. Nouvelle journée de mobilisation interprofessionnelle. Plusieurs ports français sont bloqués. On ira à Rouen avec Pauline Glaise. Et puis une opération anti-mafia en Sicile. Des millions d'euros d'argent public européen ont été engloutis par la mafia sur place. C'est donc un accord qualifié d'historique par les États-Unis. Le traité signé hier avec la Chine marque la première phase d'une détente sur le plan commercial et il y en avait bien besoin après des mois, voire des années de tension entre ces deux grandes puissances économiques. La Chine s'est notamment engagée à acheter pour 200 milliards de dollars de produits américains supplémentaires au cours des 2 prochaines années afin de réduire le déséquilibre commercial. C'était la grande revendication de la Maison-Blanche. L'accord contient également des dispositions relatives à la protection de la propriété intellectuelle et aux conditions de transfert de technologie, autre grande exigence des États-Unis. Alors si cette première phase semble surtout pour l'instant profiter aux Américains, qu'en disent les Chinois? Stéphane Lagarde est notre correspondant à Pékin. Un point de départ, un bon début pour la presse officielle ce jeudi en Chine. Cet accord est d'abord une affaire de confiance retrouvée entre les 2 premières économies du monde. Mais ce n'est pas la fin de la guerre et en aucun cas une victoire unilatérale comme l'écrit l'éditorialiste du Global Times. Ni gagnant, ni perdant, mais un accord gagnant-gagnant. Ce qui va sans dire va encore mieux en le ressassant. 8 heures après la signature, les autorités chinoises ont publié une traduction en mandarin en se gardant bien de rentrer dans les détails. Méfiance aussi cette nuit, après minuit. La télévision centrale de Chine, via sa filiale anglophone, a certes retransmis en direct la cérémonie de signature, mais la traduction s'est interrompue au moment où Mike Pence a pris le micro, les autorités craignant les propos du vice-président américain qui n'a pas ménagé, c'est vrai, le pouvoir chinois ces derniers mois. La phase 1, c'est bien, mais pour la phase 2, on verra bien. Les médias d'État ne parlent pas de la suite des négociations où seront abordées les questions délicates telles que les subventions aux entreprises ou encore la cybersécurité. Pour la plupart des experts chinois, pour la suite des discussions, il faudra attendre le résultat des élections américaines. Stéphane Lagarde, Pékin, RFI. Et aux États-Unis, justement, le procès en destitution de Donald Trump démarrera bien ce mardi au Sénat. Hier, le dossier d'accusation contre le président américain, le 3e de l'histoire des États-Unis à faire face à un tel procès, a été officiellement transmis au Sénat lors d'une cérémonie solennelle. Donald Trump qui devra répondre de 2 chefs d'accusation, abus de pouvoir et entrave au travail du Congrès. Il est accusé d'avoir exercé des pressions pour convaincre l'Ukraine d'ouvrir une enquête sur son rival démocrate Joe Biden. Une procédure qui est vouée à l'échec puisque le Sénat est acquis aux Républicains. Le chef de la diplomatie iranienne accuse les 3 puissances européennes signataires de l'accord de 2015 sur le programme nucléaire iranien d'avoir cédé aux menaces américaines. La France, l'Allemagne et le Royaume-Uni ont annoncé qu'elles déclencheraient le mécanisme de règlement des différends après plusieurs annonces de Téhéran qui compte bien poursuivre son enrichissement en uranium contrairement à ce qui est prévu dans l'accord. De son côté, le président iranien Hassan Rouhani a déclaré qu'il travaillait quotidiennement à empêcher la guerre alors que les relations entre Téhéran et Washington traversent une nouvelle période de tension depuis l'élimination d'un important général iranien par les États-Unis. En Syrie, la reprise des combats entre les forces du régime syrien et des combattants pro-djihadistes dans la province d'Idlib, dans le nord-ouest du pays, affrontements qui ont fait au moins 39 morts la nuit dernière, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. L'affaire qui a déclenché le génocide au Rwanda devant la cour d'appel de Paris. Aujourd'hui, l'attentat contre l'avion du président Habyarimana en 1994 a bénéficié d'un non-lieu. L'an dernier, les familles de victimes ont fait appel de cette décision des juges antiterroristes dans l'espoir d'obtenir le procès en France de 9 membres ou anciens membres de l'entourage de l'actuel président rwandais, Paul Kagame. Après 2 décennies d'enquête, l'audience qui s'est tenue à huis clos a duré 7 heures hier, Magali Lagrange. Un peu moins de 6 mois, c'est le temps que se laisse la Cour d'appel de Paris pour se prononcer sur la validité du non-lieu rendu il y a un peu plus d'1 an par la justice française dans cette affaire. Un délai long, selon Philippe Meillac, l'avocat de la veuve de Juvénal Habyarimana, mais qui s'explique selon lui par la complexité du dossier. Une information judiciaire a été ouverte dès 1998 en France suite à une plainte déposée par des familles des membres français de l'équipage de l'avion abattu en 1994. Le non-lieu a été rendu 20 ans plus tard, fin 2018, en l'absence d'éléments
élément matériel indiscutable selon les magistrats, qui notaient aussi le caractère largement contradictoire et non vérifiable des témoignages recueillis. Les poursuites contre plusieurs Rwandais proches du camp de Paul Kagame ont donc été abandonnées. Ce mercredi, devant la cour d'appel, le parquet général a demandé de confirmer l'abandon des poursuites. En déposant ce recours, les parties civiles et leurs avocats espèrent au moins que les investigations pourront être rouvertes. Ils souhaitent notamment que la justice française obtienne un rapport confidentiel du tribunal pénal international pour le Rwanda datant de 2003. La décision de la cour d'appel est attendue le 3 juillet prochain. En Russie, un remaniement politique complet à la surprise de tous les observateurs, avec une série d'annonces hier de la part de Vladimir Poutine, réforme constitutionnelle puis nouveau gouvernement après la démission du Premier ministre Dmitri Medvedev. Le président russe prépare son avenir, le système qu'il pilote donne des signes d'érosion et les élections approchent. C'est prévu pour 2021 avec des législatives en vue et le parti présidentiel n'est pas au plus haut dans les sondages. Vladimir Poutine qui a dit qu'il allait réduire les prérogatives du chef de l'État et augmenter celles du Parlement qui nommera à présent le Premier ministre. Nouvelle journée de mobilisation aujourd'hui en France contre la réforme des retraites. Après 6 semaines de conflit, cette journée sera une sorte de test pour les syndicats pour la suite du mouvement qui tente de s'élargir au-delà des transports où la grève semble s'essouffler. La colère gagne d'autres secteurs. Cette semaine, plusieurs ports français ont été bloqués à l'appel de la CGT. Calais, Marseille, Le Havre et sur la Seine, des opposants à la réforme mènent également une opération qu'ils ont baptisée Port Mort. Des dockers, marins et travailleurs portuaires se relaient jour et nuit pour bloquer le premier port céréalier d'Europe de l'Ouest. Le reportage à Rouen de Pauline Glaise. Une première barricade peu fréquentée, puis un peu plus loin, la seconde ligne. Quelques grévistes se relaient sous un petit chapiteau ou autour d'un feu de palette. Gilet rouge CGT sur le dos, un manifestant qui a commencé sa carrière avant ses 18 ans est révolté. Les gens qui travaillent jusqu'à 75 ans dans leur bureau, c'est bien. Sauf que nous, on est cassés. Moi, je peux faire voir. On a des tendinites, on a des trucs. J'ai de l'amiante, je vais mourir dans mon travail. C'est vrai que j'ai un gros salaire, mais je vais mourir de mon travail. Fabrice Lotin, secrétaire général de la CGT du Grand Port Maritime de Rouen, souligne la pénibilité de leurs tâches. Qu'il fasse canicule ou qu'il fasse grand froid, les camarades y travaillent. À 60 ans, c'est déjà pas possible de travailler dans des cales. Les gars, ils sont à des postures à genoux toute la journée, dans des endroits sombres, dans des endroits qui sont pas ventilés. C'est pas possible. Les dockers et travailleurs portuaires ont un dispositif pénibilité, mais pas de régime spécial, contrairement aux marins dont fait partie Fabien Delacroix. Il craint de devoir partir 9 ans plus tard que prévu. Mais dans quel état ? À partir de 50 ans, tout le monde est cassé. Le dos, les articulations, les oreilles, parce que c'est le bruit en permanence. Tous l'assurent, ils ne se battent pas que pour eux, mais pour un retrait total du projet de réforme. Pauline Glaise, Rouen, RFI. Monsieur Macron, réfléchis bien, et nous on lâchera pas. Et en Italie, c'est une toute autre affaire. Des millions d'euros d'argent public engloutis par la mafia. Ça se passe en Sicile, où la police a mené hier un vaste coup de filet dans la province de Messine. Coup de filet qui a permis de démanteler un réseau mafieux spécialisé dans la fraude aux subventions agricoles européennes. Près de 100 personnes ont été arrêtées, dont des dirigeants de cette branche historique locale, des employés de l'État et également des notables locaux. La correspondance à Rome d'Anne Lenire. Cette opération des forces anti-mafia qui a nécessité le déploiement de 600 policiers est la plus importante jamais menée dans la province de Messine. 2 clans historiques de Tortorici, ville située dans le parc des monts Nebrodi, ont été décapités. 94 personnes ont été arrêtées et 150 exploitations agricoles ont été placées sous séquestre. Les boss agissaient avec la complicité de notaires, entrepreneurs, syndicalistes, fonctionnaires et autres cols blancs pour obtenir des fonds européens destinés aux agriculteurs. Ils ont réussi à détourner 10 millions d'euros de subventions en revendiquant frauduleusement la propriété de terres qui pour la plupart appartenaient en réalité à la région mais qui n'étaient pas contrôlées. De fait, le parquet de Messine décrit un système de fraude largement facilité par les nombreuses failles dans les contrôles et par la loi du silence. Anne Lenire, Rome, RFI. Et puis en France, la suite du procès du père Prénat à Lyon. Hier, le père Prénat a lui-même révélé son passé de victime d'abus sexuels, pointant la responsabilité de l'Église qui n'a pas, selon lui, su réagir face à ses pulsions. Il est jugé pour des agressions sexuelles sur de jeunes scouts il y a plus de 30 ans. Merci d'écouter RFI 11h10 à Paris, 10h10 en temps universel.